Bonjour et bienvenue pour cette première conférence LMI sectorielle consacrée pour cette première émission au secteur public. On va pouvoir aborder dans cette émission plusieurs thématiques liées à la modernisation, à l'innovation au sein du secteur public, mais également la problématique de la cybersécurité. Pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné pour cette émission avec Célia Serramour. Célia, bonjour. Bonjour Dominique. Alors peux-tu nous en dire plus peut-être sur le contenu de l'émission ? Oui bien sûr, alors effectivement on va retrouver des retours d'expérience, des cas pratiques, des interviews. On aura notamment l'occasion de retrouver les témoignages de Angers Technopole, le CHU de Poitiers ou encore l'agence Innovation Défense. Eh bien, très bien, merci Célia. Alors je vous propose de débuter justement avec un premier intervenant, Emmanuel Kiva, directeur de l'agence de l'innovation Défense. Voilà pour cette émission. Effectivement, on retrouve en plateau, on a le plaisir d'être avec Emmanuel Kiva, directeur de l'Agence de l'innovation de défense. Bonjour Monsieur Kiva. Bonjour. Donc très heureux d'être avec vous pour échanger autour de l'agence, de ses projets, de ses missions également. D'ailleurs, peut-être un aperçu pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore l'agence. Qu'est-ce que c'est que cet objet administratif non identifié ? L'Agence de l'innovation de défense, c'est le chef d'orchestre de l'innovation au sein du ministère. Elle a été créée par la ministre des Armées, Florence Parly, en septembre 2018, avec trois missions principales. Première mission, c'est d'orienter, de piloter l'innovation de défense, également de prévenir à la surprise stratégique, donc d'anticiper. Deuxième mission, aller chercher dans le civil les technologies ou innovations qui seraient d'intérêt défense. Et puis, troisième mission, accélérer, valoriser, déployer le plus rapidement possible les innovations auprès de ceux et celles qui en ont besoin. Et pour ça, 1 milliard d'euros dans la loi de programmation militaire par an. Alors, ça représente quoi finalement l'innovation ? On parle des innovations, donc on va en savoir plus tout à l'heure. Mais déjà, c'est quoi la mantra de l'innovation au sein du ministère ? Alors d'abord, tout le monde est innovateur et donc des innovations, c'est très large au sein du ministère. On va aller de la recherche, puisqu'on intervient très en amont sur des technologies qui sont très peu matures, des technologies qui ont besoin de 10-15 ans pour se développer. Et pour donner une idée, on finance de l'ordre de 300 thèses de doctorat en ce moment au sein du ministère des Armées. L'innovation participative, c'est-à-dire l'innovation qui vient des utilisateurs du ministère qui ont rencontré un problème et qui ont trouvé une solution, mais également ce qu'on appelle les projets de technologie de défense, ceux qui sont nécessaires pour nous doter des capacités futures. Quand vous faites un futur système de combat aérien ou un futur porte-avions, on doit dérisquer un certain nombre de technologies. Donc ça, ce sont les projets de technologie de défense. Et puis ce qu'on appelle les projets d'accélération d'innovation. Je le disais, on va prendre une technologie dans le monde civil et on va la transposer au monde militaire. Alors vous avez évoqué un budget d'1 milliard d'euros, c'est très conséquent. Est-ce que c'est possible d'avoir peut-être une ventilation, en tout cas en termes de ressources humaines, où se répartissent un petit peu ces budgets ? Alors je vous ai dit, nous on est chef d'orchestre de l'innovation, donc dans un orchestre le chef ne fait pas tous les instruments, donc on est 130 personnes à peu près au sein de l'agence d'innovation, mais on travaille avec l'ensemble du ministère des Armées, l'état-major des armées, la direction générale pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration qui ont tous des besoins. En ventilation, on va dire que d'abord c'est un effort conséquent, vous l'avez souligné, puisque auparavant, avant cette loi de programmation militaire, on était à 750 millions d'euros par an. On est passé à 1 milliard d'euros par an pour soutenir l'innovation. La plus grande partie va aller quand même dans ce que l'on appelle les projets de technologie de défense, ce que j'ai décrit pour préparer nos capacités futures. Et puis ensuite, ça se ventile dans les autres catégories. Est-ce que ces budgets-là varient en fonction du contexte international, est-ce qu'il y a des années en fonction du risque ? Là, on parle beaucoup de cyber-risque aujourd'hui. Est-ce que ça évolue ou c'est un budget qui croît Alors, on a un document qui s'appelle le DROID, parce qu'on est innovant, document de référence d'orientation d'innovation de défense qui donne nos différentes priorités. Et bien évidemment, ces priorités évoluent. D'abord parce que vous voyez qu'on a de nouvelles conflictualités aujourd'hui. C'est plus simplement des conflits terrestres, aériens ou maritimes. On parle des conflits dans l'espace, on parle des conflits au fond des mers, on parle des conflits dans les champs immatériels, le cyber, mais aussi la lutte contre la manipulation d'informations. Et donc, nos priorités évoluant avec ces nouvelles menaces et ces nouveaux contextes, bien évidemment, la ventilation des crédits va évoluer. Mais c'est déjà un effort assez conséquent d'avoir ajouté 250 millions d'euros par an pour l'innovation de défense. Et aujourd'hui, les plus grandes priorités, c'est quoi ? C'est par exemple la cyber, l'intelligence artificielle, le spatial, j'en ai parlé, mais également la lutte anti-drone.
ce qu'on appelle l'hypervélocité. L'hypervélocité, c'est d'aller au-delà de Mach 6 tout en restant manœuvrant. L'énergie ou encore le quantique. Voilà des grandes priorités qui évidemment s'ajoutent à toutes les priorités qu'on avait auparavant, d'où la difficulté de l'exercice d'orientation qui consiste à bouger les curseurs pour pouvoir accélérer en fonction des priorités et puis, le cas échéant, pouvoir ralentir ou retarder lorsque c'est moins urgent. Et dans le cadre de ces projets, j'imagine les ressources IT varient, ou il y a un socle commun de ressources mutualisées? Alors, il y a des ressources qui sont mutualisées. On fait appel à tous les services du ministère, qu'il s'agisse de la Direction générale du numérique, de la DIRISI, des pôles d'excellence, donc des pôles cyber par exemple, du commandement du cyberespace. Donc, vous voyez qu'en fonction du sujet, de toute manière, il y a des systèmes d'information, il y a des socles qui sont mis en place. Nous, notre rôle, c'est de s'appuyer sur l'ensemble de ces ressources, qui constituent d'ailleurs un réseau en France, puisqu'on s'appuie également sur les labs des différentes armées, ainsi que sur les centres d'excellence technique et d'expertise de la DGA, ce qui nous permet de multiplier et de démultiplier surtout notre action. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les exemples. Vous avez cité quelques idées. Est-ce que vous pouvez revenir et détailler un petit peu les projets d'innovation que vous avez ? Alors, je peux vous donner quelques exemples très concrets. Par exemple, je l'ai dit, le spatial est une priorité. Or, dans le spatial, vous savez qu'il y a de nouveaux acteurs maintenant, ce qu'on appelle les acteurs du New Space, qui sont capables de nous donner accès à ce milieu, qui est un milieu, sans doute l'un des milieux les plus difficiles. Je pense à un projet qui s'appelle Keronos, qui est un projet que l'on fait avec deux startups qui s'appellent respectivement Kyle Labs et Unseen Labs, qui sont d'ailleurs financés par le ministère des Armées, puisqu'on essaye aussi d'intervenir directement dans le soutien aux startups. On a créé des fonds d'investissement en capitaux propres. Et donc ce projet Keronos, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir expérimenter une liaison de données par laser entre un satellite en orbite basse et une station au sol. Avec une innovation majeure, c'est qu'on n'aura pas besoin de corriger ce qu'on appelle les turbulences atmosphériques. Donc on n'a pas besoin de ce qu'on nomme l'optique adaptative, ce qui veut dire que le récepteur, au lieu d'occuper une pièce, il peut être mis dans un véhicule. Donc c'est vraiment une première mondiale, Keronos. On attend le lancement de ce satellite expérimental d'ici la fin de l'année. Je pense également au projet BioFly. Je ne sais pas si vous voulez en dire quelques mots. Oui, c'est un projet qu'on a d'ailleurs présenté à la fois au Forum Innovation Défense et à la Fabrique Défense. Alors BioFly, c'est un mini-drone, un micro-drone inspiré des oiseaux. L'idée, c'est évidemment d'être le plus discret possible, de pouvoir se fondre dans le milieu naturel en embarquant une charge utile, typiquement une caméra, avec des difficultés une difficulté majeure qui est que lorsque vous battez des ailes, bien évidemment, la stabilisation de l'image va poser un certain problème. Et donc, on travaille avec cette PME pour arriver à trouver un moyen de stabiliser les images qui seront émises par ce petit drone qui est assez bluffant. Quand on le voit voler, de loin, on a vraiment l'impression que c'est un oiseau. Est-ce que cette innovation, finalement, ce n'est pas une sorte de vitrine de recrutement pour le ministère des Armées ? Alors, il est clair que l'innovation, ça fait vendre, si j'ose dire. D'abord parce que ça attire des gens qui sont talentueux à la fois dans des domaines d'expertise particuliers, mais également un certain profil de personnes qui aiment des défis, qui aiment prendre des risques. Donc évidemment, et on l'a constaté à la Fabrique Défense, on a des étudiants qui viennent nous voir, on a des scientifiques qui viennent nous voir pour travailler avec nous. Et puis nous, on met un accent particulier sur la jeunesse. On met cet accent particulier parce que je parlais tout à l'heure du système de combat aérien du futur. Eh bien, le pilote du SCAF, comme on l'appelle, aujourd'hui, il est en 3e. Et donc, il faut arriver à pouvoir travailler avec cette jeunesse et l'intégrer dans les réflexions qu'on a et dans les projets que l'on porte. Donc, pour vous donner deux exemples, on a fait un partenariat avec une association très dynamique qui s'appelle les Jeunes IHEDN, avec qui on travaille et qu'on associe à nos réflexions. Et puis également, on vient de lancer un projet qui s'appelle LNX dans le milieu du sport électronique, pour s'inspirer de la manière dont les cyberathlètes s'entraînent, pour pouvoir imaginer de nouveaux modes de formation pour les capacités dont on aura besoin demain et après-demain. Donc tout ceci, effectivement, constitue une bonne vitrine de recrutement pour les armées, sachant qu'on passe sans doute d'une logique, j'allais dire, de stock à une logique de flux, avec des populations qui viennent nous voir, qui vont passer quelques années au sein du ministère, qui ensuite pourront retourner dans la vie privée et puis faire le sens inverse, le cas échéant, un jour.
Alors vous avez peut-être évoqué aussi donc les projets matériels, Keronos, Biofly, mais également une grosse partie logicielle, notamment avec l'IA et la maintenance prédictive dans les aéronefs. Peut-être en savoir plus là-dessus. Alors c'est très difficile de prendre un seul exemple parce que d'abord il y a une très très grande variété des projets qui sont numériques. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes, parce que le numérique, c'est un domaine qui va très vite, et les programmes d'armement sont des choses qui se construisent sur 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, comment vous allez intégrer de l'évolution numérique et de l'innovation numérique qu'on ne connaît pas encore dans des systèmes qui existeront encore pendant 80 ans. Donc ça, c'est tout le défi de l'innovation de temps court qu'on doit insérer dans le temps long. Mais bien évidemment, on a des projets qui, par exemple, intègrent beaucoup de briques d'intelligence artificielle. Par exemple, faire de l'aide à la décision pour le commandement, aller analyser ce qu'on appelle des sources ouvertes, donc des articles de presse, des médias, etc., et ramener des faisceaux d'indices permettant à un centre de commandement de prendre des décisions. On parlait de la maintenance, effectivement, le fait de faire de la maintenance prédictive, mais également d'utiliser de l'intelligence artificielle pour guider des drones, permettant de faire un contrôle des aéronefs non destructifs, avec toutes les difficultés qui sont liées, par exemple, au fait d'avoir de l'intelligence embarquée. Je pourrais parler aussi des capteurs abandonnés. Capteur abandonné, c'est vous laisser un capteur sur le terrain, vous évitez d'exposer un personnel dans une situation dangereuse ou hostile. Mais ce que vous voulez, c'est que votre capteur soit le plus intelligent possible et qu'au lieu de vous envoyer constamment un flux vidéo, par exemple, il qualifie lui-même l'information et nous envoie simplement l'information qualifiée. Donc tout ceci, effectivement, nécessite de travailler sur les dernières technologies d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, l'agence abrite la cellule de coordination de l'intelligence artificielle de défense qui finance un certain nombre de projets et qui soutient beaucoup de projets, également en partenariat d'ailleurs avec des institutions publiques comme le CNRS ou l'INRIA. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le congrès qui s'est tenu de la Fabrique Défense. Est-ce que c'est facile de recruter quand on s'appelle AID ? Est-ce que finalement les profils ne sont pas plus tentés et peut-être ça vous déçoit un petit peu, mais qui partent dans des startups, notamment outre-Atlantique, et qui ne contribuent pas à cette innovation de la défense. Voilà, quel regard vous avez sur cette évolution des talents ? C'est pour cela qu'on essaie justement si j'ose me permettre, de changer notre logiciel, justement. De travailler avec la direction des ressources humaines du ministère des Armées, de telle manière à pouvoir imaginer de nouveaux modes de recrutement. Et je parlais tout à l'heure de logique de stock et de logique de flux, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est d'éviter de considérer que toute personne qui passe la porte du ministère des Armées doit nécessairement rester 30 ans chez nous. On sait bien qu'on n'est pas forcément très compétitif par rapport à des GAFAM, par exemple, notamment en termes de salaire. Néanmoins, on est très attractif parce qu'on donne un sens à la mission. Et nous, on voit beaucoup de jeunes scientifiques, par exemple, qui viennent nous voir pour pouvoir travailler sur des projets qui, honnêtement, sont des choses que vous ne voyez nulle part ailleurs. Travailler sur un sous-marin nucléaire lançant d'engins, travailler sur un avion de chasse, travailler sur des lasers destructeurs de drones. Quand vous êtes un jeune ingénieur ou un jeune scientifique, c'est quand même des choses qui sont extrêmement attractives. Et puis, ils vont passer un peu de temps chez nous et sans doute derrière avoir une autre partie de carrière. Je pense que ça nous impose à nous de réfléchir différemment le rapport à la carrière d'un innovateur qui viendrait pousser la porte du ministère des Armées. Alors, dans ces innovations-là, est-ce que le cloud, notamment le cloud de confiance, dont on parle aujourd'hui sécurisé, a une place? Est-ce que ces projets-là sont bien gardés, ces secrets? Alors, c'est surtout pas de mon périmètre. En fait, vous avez à l'intérieur du ministère la Direction générale du numérique qui s'intéresse justement à ces sujets du cloud de confiance et qui a développé toute une stratégie autour de cela. Ça n'est pas le rôle de l'Agence de l'innovation de défense. Nous, on s'intéresse simplement aux aspects innovants que l'on pourrait imaginer. Le cloud, c'est une architecture aujourd'hui, ce sont des services. C'est plus, si vous me passez l'expression, du rattrapage numérique pour les gens qui n'en ont pas, que de l'innovation stricto sensu. Donc on ne s'intéressera, nous, agence, qu'aux aspects innovants. Tous les autres aspects sont aujourd'hui gérés à la fois par la DGNUM, j'en ai parlé, mais aussi par une autre agence qui vient d'être créée, qui s'appelle l'Agence du numérique de défense, et qui est là justement pour s'intéresser à ces systèmes d'information et ces systèmes numériques à forts enjeux. Donc on appuie
hein, c'est ça, des systèmes d'information. On appuie à l'ensemble du ministère. De votre métier, finalement, de l'innovation. Voilà, on travaille ensemble et nous, on les appuie pour les aspects liés à l'innovation. Alors, si on regarde un petit peu, j'allais dire, à l'horizon, il faut bien anticiper pour mieux innover. Comment on arrive à avoir cette capacité, peut-être, d'anticipation des nouvelles technologies, des innovations? Alors d'abord, il faut maintenir un effort assez significatif quant à notre capacité à soutenir la recherche. Quand je parle de capteurs quantiques, par exemple, qui sont dans notre cible d'intérêt, parce qu'un capteur quantique, pour vous donner un exemple, ça vous permet de vous localiser à la surface du globe avec une précision millimétrique sans avoir besoin de vous connecter à quoi que ce soit. Donc évidemment, pour nos missions et pour nos capacités, c'est quelque chose de central. Maintenant, un capteur quantique, aujourd'hui, il tient à peu près dans cette pièce. Nous, on veut qu'il tienne sur une puce ou sur une carte électronique embarquée. Et donc ça va prendre 10-15 ans. Donc il faut continuer à investir dans ces technologies-là, soutenir des projets de recherche. Et puis, il faut chercher à accélérer. Une innovation de rupture, c'est 10-15 ans de maturité. Un programme d'armement, il donnera ses premiers effets au bout de 6 ans. Donc nous, notre métier, c'est d'essayer de mettre des coups d'accélérateur. Et ces coups d'accélérateur, on les met par exemple en faisant appel à l'expérimentation. Je parlais d'armes laser. Eh bien, cette année, nous allons continuer des expérimentations qui consistent à embarquer sur des bâtiments de la Marine nationale des armes capables de neutraliser des drones. Et ça, c'est exactement le type d'action qui permet d'accélérer une feuille de route technologique. Il ne faut pas oublier que le porte-avions de nouvelle génération, quand il sera mis en 2035 à l'eau, ça ne sera pas la 5G à bord. Ça sera peut-être la 17G ou les communications atlantiques, ou des technologies qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et donc tout ce travail, il est fait aussi avec les industriels pour permettre de maintenir une capacité d'insérer des technologies dans le temps long, des technologies qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Alors, j'allais dire, ce n'est pas une question piège, hein, mais est-ce que vous considérez aujourd'hui l'AID par rapport à d'autres agences internationales, j'imagine des homologues néanmoins concurrentes, mais bon, on est dans un monde très polyvalent, les risques sont un petit peu partout. Aux États-Unis, en Chine, il y a aussi des agences qui travaillent beaucoup sur ces sujets d'innovation de l'armée. Vous diriez, vous êtes en avance, comment se positionne et quel regard vous avez par rapport aux autres innovations internationales? Alors d'abord, d'un point de vue global, on est passé quand même d'un triptyque paix, crise, guerre à compétition, contestation, affrontement. C'est-à-dire que le mot paix n'existe plus, on est en contestation permanente et en compétition permanente. Malgré cela, d'abord on a beaucoup de coopération à l'échelon européen et également en bilatéral avec un certain nombre de nos alliés. C'est pas des États-Unis, du Royaume-Uni également, également de tout ce qui se passe en Europe où on est en train de construire un réseau d'innovation. Et en fait, quand on se compare aux autres, d'abord on n'a pas à rougir. En Europe, on est la seule nation à s'être dotée d'une agence de l'innovation de défense, avec des missions extrêmement larges. Alors évidemment, quand on se compare par exemple aux États-Unis, souvent on me dit, mais par rapport à la DARPA. C'est vrai que la DARPA, moi j'ai 1 milliard, nous avons 1 milliard à gérer, la DARPA c'est 3,5 milliards par an, mais simplement pour prévenir la surprise stratégique. Mais nous avons un système qui est très particulier en France, et notamment nous avons une direction générale de l'armement. Et si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, chaque armée a sa propre structure permettant justement de faire de l'acquisition et de piloter des projets techniques, à ses propres agences. Et finalement en France, on a réussi à regrouper dans une même entité l'ensemble des services qui sont très dispersés dans d'autres pays. Et en faisant ça, eh bien, on évite de faire des redondances et puis on favorise également les synergies. Et donc aujourd'hui, les États-Unis travaillent et souhaitent continuer à travailler avec nous dans beaucoup de domaines liés à l'innovation. De la même manière, on a des coopérations privilégiées avec le Royaume-Uni ou Singapour sur des projets, par exemple, liés à l'innovation ouverte. Donc j'ai tendance à penser, sans fausse modestie, qu'on est plutôt à l'état de l'art, voire un petit peu plus dans ce domaine de l'innovation de défense. Merci Monsieur Kiva d'avoir partagé avec nous l'émission La Feuille de route également de l'Agence de l'innovation défense. Je vous en prie. Et puis je vous propose de poursuivre cette émission avec un cas pratique sur la digitalisation du secteur public avec Sinequa.
Voilà, suite de notre émission en plateau où j'ai le plaisir d'accueillir Luc Manigaud, vice-président du Centre d'Excellence, qui regroupe notamment Centre d'Expertise et Support chez Sinequa. Monsieur Manigaud, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, on est avec vous ensemble pour évoquer la digitalisation du secteur public, plus précisément aussi tout ce qui tourne autour de l'aspect de la transformation digitale de ces grandes administrations, mais pas seulement. Déjà, peut-être, comment caractériser la transformation digitale au sein du secteur public? Alors moi, je vais vous parler d'une partie de la transformation digitale, et c'est vrai que si on pense transformation digitale pour le secteur public, il y a un premier sujet qui vient à l'esprit, ça va être la modernisation des services qu'offre l'État aux citoyens, et donc on a tous en tête la dématérialisation des procédures, l'état civil, le paiement des impôts, etc. Moi, je veux parler d'un autre aspect qui est le fonctionnement même de ces organes, de ces agences, de ces ministères qui recouvrent souvent qui comportent de très nombreux employés, de très nombreuses personnes, et qui finalement sont assimilables à des grandes entreprises. Donc Sinequa est un acteur connu de longue date en France pour fournir des moteurs de recherche d'entreprise. Donc quand on dit Enterprise Search ou moteur d'entreprise, on pense entreprise. Et là, il s'agit de la transformation digitale du secteur public. Alors finalement, qu'est-ce que ça signifie ? La réalité, c'est qu'en fait, ces grandes institutions et ces grandes agences fonctionnent avec des moyens similaires et surtout un grand nombre de personnes et vont véhiculer avec eux des problématiques de gestion de la connaissance, des problématiques de collaboration, d'accès aux sachants, d'accès aux bonnes personnes et de fluidification et de modernisation de leurs activités par le biais de la transformation digitale étant ni plus ni moins, de ma définition, que la fourniture de moyens digitaux pour effectuer des tâches qui, auparavant, étaient des tâches peut-être davantage manuelles ou traditionnelles dans leur approche. Donc elles ont plusieurs types de ressources sur lesquelles elles peuvent s'appuyer, que vous pouvez fournir d'ailleurs? Alors, dans notre cas, le constat est assez simple. On sait que la transformation digitale est arrivée comme une vague et a proposé des tas d'outils modernes dont Sinequa n'est pas spécialiste. On peut penser évidemment à des outils de sécurisation de données sur des endroits différents, des moyens de vidéoconferencing. Enfin, tout ça participe de la transformation digitale. Nous, on va mettre le doigt sur l'accès à l'information, où que l'on soit et où qu'elle soit. C'est-à-dire que l'employé peut se trouver chez lui ou sur un site public et peut à tout moment avoir besoin d'accéder à un panorama, à un panel d'informations qui sont toujours plus volumineuses, toujours plus éparses, toujours plus variées dans leur mode de présentation et dans leur type d'accès, disons. Donc la transformation digitale, je n'ai pas envie de dire que c'est ça, j'ai envie de dire que c'est aussi ça, c'est de permettre à tout employé, à tout agent du secteur public d'accéder à ce patrimoine d'information dans les meilleures conditions. Quels exemples vous pouvez donner peut-être concrets de mise en œuvre au sein du secteur public? Alors, je peux vous en citer quelques-uns qui sont effectivement nos clients, qui sont effectivement... Alors, évidemment, très satisfait d'utiliser Sinequa, sinon je ne les citerai pas, mais si j'en prenais quelques-uns, je vais par exemple vous citer l'IRSN. L'IRSN, c'est l'Institut de Radio, Sûreté et de Protection Nucléaire, qui touche à un domaine un peu plus sensible qu'est le nucléaire. Alors, il se trouve que Sinequa est plutôt bien implanté dans le secteur du nucléaire, puisqu'on va travailler aussi bien avec des agences publiques comme l'ANDRA ou l'IRSN et des grands acteurs privés comme EDF et d'autres acteurs de l'énergie comme Total Energy ou Engie et Framatome également, qui est dans le nucléaire. Donc finalement, on va retrouver ces besoins de part et d'autre, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Alors pour l'IRSN, c'est assez simple. Il y a une vraie problématique d'accéder à une information qui n'est pas une information qui date d'hier, puisque un certain nombre de réacteurs et d'installations ont été conçus et installés maintenant il y a quelques dizaines d'années. On sait qu'elles vont devoir être pérennisées encore des dizaines d'années. Donc l'accès à la connaissance et à tout le savoir, à tout le patrimoine d'informations qu'il est nécessaire de connaître autour de ces installations nucléaires sont absolument clés pour la sécurité de ces installations. Alors ça concerne à la fois des données internes, des rapports, des choses qui ont été écrites par des sachants de l'époque, des documents de toute nature, et puis également des accès à des sites externes, c'est-à-dire qu'il voilà des gens qui ont besoin aussi d'aller collecter de l'information sur des sites publics. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rassembler l'ensemble, de leur proposer un point d'accès unique pour accéder à toutes ces informations-là. Donc voilà un exemple.
Ah oui, peut-être qu'il y avait aussi le Minefi ou le Conseil d'État. Alors, effectivement, oui, vous avez raison. Alors, Minefi, je trouve ça intéressant parce que là aussi, on pense services rendus au public et on pense pas forcément au fait que le Minefi, alors, au dernier pointage que j'ai pu moi-même glaner sur Internet, je ne sais pas quelle est la fiabilité de ces informations, mais globalement, le Minefi, c'est comme une grosse entreprise de 130 000 personnes. Donc, une entreprise de 130 000 personnes, ça véhicule des problématiques de knowledge management, de partage du savoir, de mise à la surface des informations que les agents ont besoin de connaître. Donc là aussi, on a déployé notre moteur transverse, notre solution, notre plateforme d'accès à l'information qui permet d'accéder à des anciens rapports, à des anciennes études, mises à disposition de ces milliers, ces dizaines de milliers de personnes. Imaginez l'impact que peut avoir ce type d'outil sur une structure aussi vaste que celle-ci. Vous parliez du Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État, c'est d'autant plus sensible que là, on va toucher à des textes de loi, on va toucher à un patrimoine de jurisprudence, où là aussi, non seulement les données sont très volumineuses, mais elles doivent être requêtées avec une vraie flexibilité, avec une vraie possibilité de trouver la bonne information, de la trouver avec précision, avec pertinence. Donc, c'est très loin d'être simple. Et là aussi, l'impact va être notable. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement le secteur public peut réussir sa transformation digitale en s'appuyant sur finalement quels bénéfices au travers de la mise en place de ce type-là de solutions? Est-ce que ça va être de l'accès, de la pertinence, de la rapidité, un peu de tout ça? De toute façon, on est au service des gens, on est au service de nos utilisateurs. Alors, il est vrai que si on était dans le secteur privé, aujourd'hui, on parlerait d'efficacité opérationnelle, on parlerait de rétention client, on parlerait de satisfaction client, etc. Alors là, évidemment, on est secteur public, donc on ne va pas parler de la même façon, on ne va pas utiliser les mêmes termes, mais finalement, les objectifs sont à peu près les mêmes, à savoir que les missions du secteur public sont d'autant plus difficiles à adresser que le nombre de fonctionnaires ne va pas aller croissant de façon exponentielle. La tendance est plutôt à l'inverse. Donc il y a une problématique de faire toujours plus avec moins de ressources. Et d'autre part, ce qui est le pendant de la satisfaction client ou de la rétention d'un public de clients ou d'utilisateurs, c'est bien les services la mission du service public que doivent adresser les plus grandes organisations publiques françaises. Donc là aussi, la qualité des outils mis à disposition, et en particulier ceux de l'accès à la bonne information contextualisée à la bonne personne, vont être absolument clés pour adresser ces missions. Luc Manigaud, merci pour ce partage et ce retour. Merci à vous. Et puis je vous propose de poursuivre cette émission avec Constance Nebula, vice-présidente du Conseil régional Pays de la Loire, interrogée par Jacques Cheminat, rédacteur en chef du Monde Informatique. Nous poursuivons cette matinée sur la conférence Le Monde Informatique consacrée au secteur public et j'ai le plaisir d'accueillir Constance Nebula. Constance Nebula, bonjour. Bonjour. Alors pour vous présenter, vous êtes vice-présidente de la région Pays de Loire, conseillère municipale d'Angers et vous êtes aussi conseiller communautaire à Angers-Loire Métropole et vous êtes en charge de la partie numérique et ville intelligente. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'on vous a invité, notamment sur la partie Smart City. Peut-être première question, quelle a été la genèse de ce projet de Smart City dans la métropole? Alors déjà, la première chose qui pourrait être intéressante, c'est qu'on a volontairement décidé d'appeler notre projet ni Smart City, ni ville intelligente, mais bien territoire intelligent. Donc c'est un projet qui est porté par l'agglomération, par Angers-Loire Métropole, et l'objectif c'est vraiment d'avoir une vision de territoire, c'est-à-dire à la fois la ville-centre, la ville d'Angers, mais aussi les communes de l'agglomération, et puis qui ont chacune leur spécificité, chacune leur particularité. Donc on ne parle volontairement pas, nous, de Smart City, mais bien de territoire intelligent. Pour la genèse un petit peu du projet, il faut savoir une chose. Le modèle Smart City, on a estimé qu'il fallait qu'il s'adapte aux spécificités du territoire. Et donc, ce qu'on a choisi de faire à Angers n'est pas forcément, je dirais, copier-coller ou duplicable de manière aussi simple d'une ville à l'autre. Et donc, on a choisi de le baser sur nos spécificités angevines. Deux spécificités, deux domaines qui font notre histoire et notre patrimoine. Le premier, c'est le végétal, le domaine de l'environnement, depuis le domaine du développement durable. Et le végétal, pour nous, c'est une histoire depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge. Et puis sur le territoire, c'est des pôles de compétitivité, c'est de l'innovation, c'est de la recherche, c'est des étudiants, c'est des entreprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième histoire, un peu plus récente, c'est notre histoire dans l'électronique. Dans les années 50, puis dans les années qui ont suivi, on a accueilli à Angers des fleurons de l'industrie, de l'électronique, que ce soit des structures comme Thomson, comme Packard Bell, comme Bull. Aujourd'hui, ce sont des fleurons comme Atos. Donc, on a vraiment une histoire très forte sur l'électronique qui, avec les années, l'électronique, c'est devenu, entre guillemets,
la base de ce qu'on appelle les objets connectés. Et puis, les objets connectés sont un des outils, une des bases de ce qu'on appelle la Smart City. Donc là, vous avez vraiment le cheminement avec cette deuxième histoire plus récente. Une fois qu'on a dit ça, qu'on part sur cette base de... On a un terreau fertile dans le végétal et puis on a une histoire dans l'électronique. Comment est-ce qu'on fait pour que le territoire d'Angers-Loire Métropole, il ait, je dirais, la capacité à innover et à utiliser le meilleur de l'intelligence, de la technologie, de l'innovation pour être plus efficient, pour être plus performant et pour gagner en qualité de service. Donc ça, c'est l'histoire de la genèse du projet. Et puis, en 2015, on a été labellisé French Tech sur le domaine de l'IoT, ce qui nous a conforté dans ce sujet-là. On a ouvert à Angers une cité de l'objet connecté qui nous a aussi doublement conforté dans ce sujet-là. Ce qui fait qu'avec les années, on a commencé à faire de l'expérimentation sur des objets connectés en ville. Et au fur et à mesure de l'expérimentation, il y a une décision politique en 2018 de la part de Christophe Béchu, qui est maire d'Angers et président d'Angers-Loire Métropole, qui est de dire on a notre histoire, on a notre connaissance dans l'IoT, on a fait de l'expérimentation, maintenant il faut passer la vitesse supérieure, il faut avoir une vision de territoire, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut dupliquer tout notre savoir, nos compétences et puis ce qu'on fait déjà sur le territoire angevin, mais à grande échelle. Donc il y a eu une décision politique en 2018, on a étudié la faisabilité d'un projet de grande ampleur sur le territoire angevin pendant les mois qui ont suivi. On a fait voter en conseil d'agglomération le principe de lancer un grand projet de territoire intelligent à l'échelle de l'agglomération qui englobe toutes les communes et qui englobe aussi des thématiques très différentes dans un seul et même marché. Ce principe a été voté à l'unanimité à l'agglomération. Ensuite, on a eu des groupements, des entreprises qui se sont constituées pour répondre à cet appel à projet. Et donc, on a eu aussi toute une année d'audition, de questionnement et d'interrogation avec ces groupements. On en a choisi un, c'est le groupement Engie. Et le marché, la contractualisation avec ce groupement Engie a eu lieu le 15 mars 2020, la veille du premier confinement, dit confinement strict. Et donc, depuis, ça fait bientôt 2 ans que le marché est en déploiement. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur le choix justement de ce partenariat public-privé, comme vous venez de l'évoquer. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu et savoir aussi quels sont les montants des investissements ? On a eu un choix assez fort dès le début. Quand on a lancé la procédure d'appel à projet, on souhaitait que les groupements qui répondent se réunissent derrière une tête de pont. On ne souhaitait pas avoir, comme ça a été le choix par exemple pour une autre collectivité, avoir plusieurs gros leaders qui soient au même niveau et donc que la collectivité ait plusieurs interlocuteurs dans son choix final. Donc nous, on a choisi d'avoir dans les groupements qui répondent une tête de pont avec eux des co-répondants, des partenaires, et puis ensuite des sous-traitants qui, eux, vont être les entreprises qui exécutent le marché au quotidien. Donc, 4 groupements ont répondu. L'un de ces groupements était mené par Engie et avec comme co-traitants Suez, La Poste et Vive. Ce qui est intéressant, c'est que La Poste et Vive, on n'est pas sur de l'infra, on est plutôt sur du service, plutôt sur des notions d'usage. Et donc, le groupement s'est un peu différencié de ses concurrents par rapport à ça, puisqu'il a apporté sa valeur ajoutée côté Engie et Suez d'experts sur ces métiers et d'experts réseau, d'experts sur l'infra. Mais avec La Poste et Vive, on avait avec Vive une notion de santé, alors qui, je le précise, n'était pas dans notre cahier des charges à l'époque, qui ne faisait pas partie de ce qu'on avait demandé, mais donc c'est une valeur ajoutée. Et puis La Poste, qui apporte ce côté tiers de confiance et qui, plus concrètement, nous apporte aujourd'hui l'hébergeur des solutions déployées dans le cadre du territoire intelligent, parce que c'est chez DocaPost que sont hébergées les données produites dans le cadre du marché. Donc ça, c'est le groupement qui, déjà, sur sa forme, était plutôt original par rapport aux autres groupements qui ont répondu. Ensuite, sur la partie budget, il faut savoir qu'on a signé avec Engie ce qu'on appelle un marché global de performance. Ça veut dire que contractuellement, ils se sont engagés vis-à-vis de la collectivité à atteindre des objectifs sur les différentes thématiques que je pourrais détailler ensuite, sur les différentes thématiques qui sont incluses dans le marché. Donc sur chaque thématique, on nous dit on peut faire tant d'économies, on peut réaliser tant d'économies d'énergie, économiser tant sur l'eau, tant sur l'électricité, etc., etc.
Et s'ils n'atteignent pas ces résultats, vu que c'est un marché global de performance, on cherche vraiment l'efficacité, l'efficience du projet. S'ils ne l'atteignent pas, ils ont des pénalités financières. Donc le marché est construit de telle sorte qu'on n'est pas dans le gadget, on n'est pas dans on va tester des nouvelles choses qui n'ont pas été faites ailleurs, puis on va voir si ça marche, etc. On est vraiment on cherche l'efficacité et on cherche le concret. Et sur la partie financière, le budget, c'est 178 millions d'euros sur 12 ans, qui comprend une tranche ferme à 120 millions d'euros, des tranches optionnelles pour environ 22 millions d'euros, et puis ensuite ce qu'on appelle des scénarios de commande, où c'est un peu un système de tiroir. On va débloquer selon nos besoins et nos envies dans les années qui viennent ce que l'on souhaite déployer. Constance Nebula, peut-être revenir maintenant sur la partie technique. Donc on a vu la genèse, à la fois aussi maintenant la partie contractuelle. Revenir sur la partie technique. Qu'est-ce que ça a impliqué, notamment en développement, en tout cas en installation, à la fois de capteurs? Enfin, en tout cas, quand on parle de territoire intelligent, c'est quoi cette partie technique? Alors, il faut savoir que dans le marché, il est assez unique par son contenu. Il n'est pas comment est-ce que je pourrais dire ça? Le déploiement du territoire intelligent n'est pas innovant sur ce que je vais vous indiquer comme sujet. C'est-à-dire que faire de l'éclairage connecté, du stationnement connecté ou de la signalisation lumineuse tricolore connectée, c'est pas nouveau, c'est pas innovant et d'autres collectivités le font. En revanche, ce qui est nouveau et innovant, c'est le fait qu'un certain nombre de métiers de ce qu'on appelle la gestion urbaine, de ce qui fait la ville, se retrouvent dans un marché unique. Donc, je vais vous citer les briques qu'il y a dedans et puis les déploiements qui sont prévus pour ces briques. Donc, on retrouve dans le marché l'eau et l'assainissement, on retrouve les déchets, on retrouve les espaces verts, on retrouve l'éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, le stationnement, les bâtiments, la sécurité et une brique santé qui est une valeur ajoutée et qui n'était pas prévue au départ. Donc, dans chacune de ces briques, on va avoir des déploiements connectés, innovants, des solutions qui vont permettre de réaliser des économies d'énergie. Alors, je peux effectivement rentrer dans les détails de ce qui se déploie depuis 2 ans. Là où on a le plus avancé, c'est par exemple sur l'éclairage public. On a déjà rénové 4500 lanternes sur les 30 000 prévues dans le marché. On décide de commencer par les communes de l'agglomération et les quartiers d'Angers qui sont les plus énergivores. On passe tout en LED et ensuite on fait aussi de la rénovation d'armoires électriques et puis de la connectivité, alors pas au point par point, mais soit à l'armoire, soit par secteur. Ensuite, on a la signalisation lumineuse tricolore où là, il s'agit de rénover des carrefours pour fluidifier le trafic. On en a déjà rénové 11. Sur la partie déchets, il s'agit par exemple d'équiper les points d'apport volontaire, les conteneurs enterrés en sondes de remplissage. Donc là, on en a déjà plus d'une quarantaine qui sont déployés. Et puis, c'est aussi le contrôle d'accès en déchetterie avec un système, pourquoi pas, de badge. Je dis pourquoi pas, mais c'est la solution qui vient d'être retenue et qui sera déployée dans les mois qui viennent. Donc, la notion de contrôle d'accès avec badge. Sur les bâtiments, on a déjà 45 bâtiments qui sont équipés en gestion technique centralisée, notamment sur la partie chauffage. Plus de 300 capteurs qui sont déployés sur une 60aine de sites déjà. Sur les espaces verts, il s'agit de connecter les espaces verts avec des sondes qui permettent de capter le taux d'humidité pour éviter l'arrosage s'il vient de pleuvoir et donc de faire remonter ces données dans un logiciel, un superviseur espace vert, si vous voulez. Parce qu'il a fallu aussi créer, et ça c'est une partie qui se voit moins, au-delà des capteurs, il faut que les capteurs remontent les données dans des logiciels métiers et ces logiciels métiers, ils n'existaient pas. Donc il a fallu vraiment tout créer. Et puis, comme vous le savez, ces logiciels métiers ensuite reviennent à une couche supérieure qui est le centre de pilotage, où là, on a la vision 360 du territoire. Le stationnement aussi, on déploie du stationnement connecté, on a déjà équipé une 50aine de places, et ainsi de suite. Je crois que j'ai fait le tour. S'il manque l'eau, où là, on a commencé à déployer sur 4 sites des capteurs de pression et des capteurs de qualité sur ces sujets-là. Donc, voilà un petit peu comment les choses se mettent en place. Ça, c'est la partie un peu techno du marché. Et puis derrière, on a effectivement, au-delà du nombre de capteurs, ce n'est pas un marché de capteurs, hein, la technologie n'est qu'un moyen, ce n'est pas la finalité du marché. L'objectif, c'est derrière, après, d'avoir effectivement un socle digital, un centre de pilotage et puis aussi un jumeau numérique, par exemple. Justement, je vais rebondir là-dessus. En termes de socle numérique, qu'est-ce qui est mis en place ? Qu'est-ce qui est mis en place à l'heure actuelle
c'est plutôt des choses qui ne se voient pas, parce que la construction du socle digital, elle va se faire sur plusieurs années. Ceux qui nous suivent et qui suivent ces sujets-là savent peut-être que la collectivité angevine a subi il y a 1 an une cyberattaque d'une très grande ampleur, puisqu'on est la plus grosse cyberattaque jamais vécue par une collectivité avec la collectivité de Aix-Marseille. C'était il y a 1 an tout pile. Et donc, cette cyberattaque nous a retardés dans le déploiement du socle digital. Aujourd'hui, si on veut la faire très simple, dans toutes les briques métiers du marché de territoire intelligent, on a effectivement la remontée d'informations qui se fait au sein des logiciels métiers. Et de l'autre côté, on a le centre de pilotage avec l'hyperviseur. Le souci qu'on a, c'est que pour des questions de sécurité, aujourd'hui, on ne fait pas encore le lien entre les deux. Ça va venir, il va encore nous falloir plusieurs mois. Et c'est là-dessus où on a un petit peu de retard à cause de la cyberattaque. On est sécurisé des deux côtés. Mais le fait de lier les deux, aujourd'hui, n'est pas possible pour des questions de sécurité. Mais là, c'est vraiment propre à une problématique angevine où on constate encore des dysfonctionnements suite à cette attaque. Ensuite, bien entendu, on a donc ces remontées d'informations, le centre de pilotage, et puis on a aussi le jumeau numérique, qui, comme vous le savez, est une modélisation en 3D de notre territoire, du territoire. Ça nous permet d'avoir une sorte de plan 3D, une maquette dans lequel on va pouvoir implémenter, par exemple, des plans, d'autres maquettes, des maquettes numériques, et pouvoir faire de la simulation. Aujourd'hui, on a plusieurs cas d'usage qui sont identifiés sur le jumeau numérique. On est à la V1 du jumeau numérique. On est en train de tester le premier cas d'usage qui est celui de la simulation des îlots de chaleur. Demain, ça va être la simulation des crues, qui est un vrai sujet sur le territoire angevin. Et puis le troisième, c'est tout ce qui va être lié au permis de construire et à pouvoir simuler et anticiper le sujet des permis de construire. Après, le jumeau numérique, c'est un outil qui est relativement connu. Vous savez que c'est un outil d'aide à la décision. Et nous, aujourd'hui, on est sur la version 0. On aura vraiment une V1 en 2022 avec une prise de vue aérienne qui nous permet aussi de gagner en précision sur ce jumeau. Et puis ensuite, en 2023, l'objectif, c'est que ce soit intégré dedans, qu'on puisse intégrer toutes les thématiques du territoire intelligent que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc là-dessus, sur le socle digital, on avance pas à pas. C'est un peu fastidieux et plus long que prévu, mais on subit aussi un contexte qui est purement angevin, qui est celle de la cyberattaque. Et une fois ce projet concrétisé, finalisé, quels sont les bénéfices attendus ? Le projet de territoire intelligent, il a été construit sur un principe fort que l'on a martelé et que je continue de marteler, c'est qu'il faut, la question qui doit nous rester en tête, c'est comment on fait pour qu'on reste le territoire où il fait bon vivre. Angers fait partie des villes, des territoires où on est régulièrement classé dans les villes où il fait le mieux vivre en France. On a encore eu cette semaine dans le Figaro, on est numéro 1 en France sur la ville la moins stressante de France. On est toujours dans le top 3 des villes où investir ou des villes où étudier, etc. Donc ça veut dire une augmentation de la population, et qui dit augmentation de la population dit aussi des nouvelles manières de gérer la ville et de fluidifier le trafic, que tout le monde accède aux services publics correctement, qu'on puisse se déplacer, aller au travail, amener ses enfants à l'école, etc. Donc la question première, c'est comment est-ce qu'on fait pour, même si on continue de grandir, rester le territoire où il fait bon vivre. Et donc le territoire intelligent est une des réponses, c'est pas la réponse unique, mais une des réponses pour que le service public, pour que la gestion urbaine de la collectivité se fasse de manière toujours aussi fluide et qu'on gagne en qualité et en efficience. Après, l'objectif numéro 1, c'est la transition écologique, puisque tout ce que je vous indique, tous les déploiements qu'on fait, ils ont un objectif qui est assez précis, assez fort, qui est d'économiser nos ressources. Ça peut être l'électricité, ça peut être l'eau, ça peut être sur les chauffages, et puis derrière, c'est aussi une efficience en interne dans la manière de délivrer le service, c'est-à-dire c'est aussi une nouvelle manière de travailler pour les équipes. Donc, on transforme aussi la collectivité. Il y a toute une face cachée de ce projet qui est vraiment la transformation interne. Donc, ça a presque été un prétexte pour nous pour transformer la façon de travailler en interne. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cet aspect de la qualité de vie en ville, de la transition écologique. Et puis, on est plus sur une transformation interne de notre organisation, plus que sur une révolution technologique. On n'est vraiment pas sur un marché de capteurs. C'est bien au-delà.
Justement, Constance Nebula, peut-être la dernière question. En fait, souvent, sous ces projets-là, il y a effectivement un autre volet qu'on appelle l'accompagnement au changement. Vous l'avez un petit peu évoqué avec la transformation de la façon dont on travaille. Comment, justement, on accompagne aussi ce changement? Est-ce que vous avez travaillé sur ce volet-là? L'accompagnement au changement, ça a été une brique sur laquelle on a un peu pris ça de plein fouet, je le dis avec franchise, parce que en fait, si vous voulez, on a pris cette décision politique de lancer le projet de territoire intelligent, et une fois qu'on avait les pieds dedans et les mains dedans, il a fallu faire la conduite au changement. C'est-à-dire qu'on a un peu fait les choses à l'envers, parce qu'on voulait aussi faire ça dans un temps relativement resserré. On voulait que ce soit signé et abouti avant les élections municipales de 2020. Donc c'est vrai qu'on a d'abord été dans cette procédure d'écriture du marché, de rédaction du marché, etc. Et une fois que le marché a été signé, là, on a revu des choses en interne, on a fait des nouveaux recrutements. Par exemple, je pense à notre DSI qui a été musclé avec un RSSI, avec un DPO. Donc, c'est des recrutements, c'est des montées en compétences aussi. Par exemple, on a du personnel qui est passé chez Engie, par exemple, pour l'éclairage public ou la signalisation lumineuse tricolore, puisque le marché prévoyait qu'on ait une délégation à 100% au groupe Engie. Donc, il a fallu aussi avoir de la concertation en interne sur le fait de passer de la collectivité à un privé. Ça s'est très bien passé et je crois qu'il n'y a qu'une seule personne, surtout le personnel, qui n'est pas passé de l'un à l'autre. Donc, il y a de la communication interne, de la conduite du changement. Il y a aussi une nouvelle méthode de management. Ça veut aussi dire qu'il faut qu'au sein des politiques publiques, vous diffusiez le territoire intelligent dans chacun des services. Donc, c'est aussi une culture interne qui est nouvelle. Et tout ça ne se voit pas. Hein, et c'est extrêmement à la fois long, mais passionnant pour les équipes, parce que c'est quand même extrêmement stimulant. Et du coup, on se retrouve à parler ou à aborder le sujet du territoire intelligent, même si ce n'est pas directement le marché, un petit peu tous les jours et un petit peu dans toutes les thématiques de la collectivité. Donc, on est vraiment sur un sujet 360, diffusé vers l'extérieur, mais qui a aussi révolutionné à l'intérieur la façon de travailler de la collectivité. Merci infiniment, Constance Nebula, pour votre présentation et surtout votre partage d'expérience. Merci. Et nous passons à la suite de cette émission. Voilà pour une nouvelle séquence sur cette matinée LMI secteur public, avec effectivement une problématique de répondre à l'innovation par le biais de la sécurité. Comment répondre à ces enjeux? Avec deux experts en plateau. J'ai le plaisir d'être avec Xavier Duros, directeur technique France de Checkpoint. Monsieur Duros, bonjour. Bonjour. Et également Xavier Poissignon, responsable de domaine cyber chez SFR. Bonjour. Bonjour Monsieur Poissignon. Peut-être une question déjà pour débuter avec vous, peut-être pour cadrer un petit peu, planter le décor sur les évolutions des systèmes d'information, de l'informatique qui marquent le secteur public actuellement. Ce qu'on peut déjà citer immédiatement, c'est la transformation numérique. Ce n'est quelque chose qui n'est pas réservé uniquement au secteur privé. Le secteur public y passe, hein, c'est poussé fortement par les administrés qui veulent toujours plus de services en ligne. Donc ça va amener globalement le système d'information d'évoluer vers des choses qui ressemblent plus aux usages du cloud, au modèle cloud. On peut citer également le télétravail qui s'est imposé dans certaines organisations. C'était des choses très nouvelles pour elles, donc on a fallu parfois le faire un petit peu vite. On va voir qu'il y a des sujets de sécurité à stabiliser dans le temps. Toujours dans la diffusion de l'information, toujours plus ouvert concernant le secteur public, il y a l'open data. Qui s'impose dans certains domaines. On a aussi le dossier patient qui arrive. Donc là, on est sur des sujets de sécurité très très forts sur de la confidentialité. Et puis toujours dans l'innovation et transformation du système, il y a l'IoT qui arrive fortement, soit au niveau des villes, de la santé également, ou tout simplement dans l'industrie avec de plus en plus de capteurs pour améliorer les process et la productivité des métiers. Le deuxième point que l'on pourrait aussi évoquer dans les transformations, toujours autour du système d'information, c'est dans l'organisation du système d'information. On voit de plus en plus d'entités se regrouper chez les ministères, dans les agglomérations, qui se regroupent pour faire un système d'information commun. Et donc forcément, il va falloir que la sécurité suive ces évolutions-là. Et donc ça bouleverse les organisations. Il va falloir pouvoir mettre la sécurité à l'échelle de cette nouvelle organisation. Et donc les budgets restent contraints. Là, les secteurs publics l'ont bien vu et donc justement, on voit dans le plan France Relance un volet cyber pour aider le secteur public
à refaire le point et d'utiliser son niveau de sécurité et puis pouvoir investir dans plus de technologies de sécurité. Et justement, par rapport à cette cybersécurité, Xavier Duros, comment ont évolué justement les cybermenaces? On peut dire que l'actualité 2021 a été très riche en termes de cyberattaques, spécialement dans le secteur public. On vient de sortir notre rapport de sécurité 2022 et on a constaté une augmentation de 75% d'attaques sur l'éducation et la recherche. Alors on voit bien que c'est toujours lié à l'actualité. Les attaquants font toujours en fonction de l'actualité. Donc forcément, le secteur de la recherche, avec le contexte de la pandémie, a été vraiment la cible de beaucoup d'attaques. On va avoir les élections qui vont arriver aussi, donc forcément, les municipalités ou les conseils départementaux vont être la cible de cyberattaques. On voit également beaucoup plus d'attaques sur du ransomware. Parce que c'est vrai que, vu la criticité, comme disait Xavier, des données qui sont utilisées dans les hôpitaux et la nécessité de disponibilité du système d'information, qui est vraiment très important dans ces secteurs, forcément, ça met une pression supplémentaire pour les administrateurs de ce système d'information et sur lequel ils se disent on va payer la rançon plutôt que de rester bloqué pendant un jour, 2, voire des semaines. Et donc cette pression supplémentaire plus comme l'a dit Xavier également, le manque d'investissement ou le retard d'investissement sur la cybersécurité dans les services publics font que elles sont beaucoup plus cibles d'attaques dans ce secteur. C'est vraiment aujourd'hui, et le plan France Relance est là, pour montrer le besoin d'investissement et le besoin de rationalisation en effet de ce système d'information. Xavier Passignon, peut-être une réaction? Oui, sur la menace, je pourrais rajouter avec ma casquette un peu opérateur, la menace DDoS qui est toujours très présente et qui vise énormément le secteur public. On a beaucoup de cyberactivistes qui ont envie d'embêter ce domaine-là. Donc il faut la prendre en compte. Oui. Surtout en plus quand le système d'information devient de plus en plus ouvert à l'extérieur, c'est la bonne opportunité de pouvoir faire des attaques DDoS malheureusement. Alors cette journée, cette émission est consacrée à l'innovation dans le secteur public. Quid, j'allais dire, de l'innovation dans le domaine de la cybersécurité? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais concrètement, ça donne quoi? Il faut accompagner cette innovation. Lorsqu'on parle en plus, nous, sur l'aspect sécurité, c'est comment on amène la sécurité au service de l'innovation. Ça ne doit surtout pas être un frein par rapport à l'innovation. Donc ce que l'on voit dans les concepts, c'est-à-dire qu'on va reprendre toute l'agilité, l'automatisation, l'orchestration qui a été répandue dans le cloud public, qui va se réintégrer dans le cloud privé. On va amener toute la notion d'innovation sur les smart cities, en effet, sur lesquels on va avoir un certain nombre de capteurs, d'agilité, d'automatisation d'un certain nombre de tâches. On va avoir dans le secteur biomédical aussi un certain nombre d'éléments qui vont être interconnectés au système d'information qu'il va falloir sécuriser. Donc tous ces éléments-là qui apportent beaucoup plus de services aux administrés ou directement aux utilisateurs de ces technologies doivent se mettre dans un processus global d'architecture de visibilité de la sécurité. Et la sécurité doit être à toutes les étapes. Ça va être du poste de travail sur lequel on va utiliser pour se connecter au système d'information, quel que soit l'endroit où il se trouve, parce qu'on peut être en effet en télétravail ou autre, mais également jusqu'à l'applicatif, parce que l'applicatif il va être de plus en plus fragmenté sur base de containers, microservices. Et donc on vient de racheter une solution justement spectrale chez Checkpoint qui va permettre de sécuriser le code, analyser le code de ces développeurs qui vont apporter de l'innovation dans le système d'information. Donc c'est vrai qu'il faut avoir cette approche, cette vision globale de la cybersécurité pour être sûr que l'on va apporter le bon niveau de posture et pas s'exposer avec tous ces vecteurs d'attaque aujourd'hui qui sont présents. Alors, Xavier Poissignon, on voit l'évolution des SI en marche dans les administrations, dans le secteur public, également le télétravail, mais quelles vont être finalement les prochaines évolutions? À quoi s'attendre? Les prochaines évolutions, je dirais même les prochaines étapes qu'il faut désormais, je pense, aborder. On sort, on espère, on croise les doigts de la pandémie, donc on va pouvoir être plus serein. Je pense que c'est le moment de se poser, de pouvoir réfléchir à cette sécurité, de la voir justement, comme tu le disais, de bout en bout, puisque les enjeux sont larges. On parle de l'utilisateur en télétravail jusqu'à ces applications qui sont de plus en plus dans le cloud. Donc il faut faire cet exercice. Là, évidemment, chez SFR, avec nos avant-ventes qui sont certifiés sur des technologies de Checkpoint, on est là pour accompagner donc, les organisations à faire cet exercice-là. Après, si on veut avoir quelque chose de vraiment pérenne dans le temps, il faut peut-être adopter aussi le principe de la security by design, c'est-à-dire que chaque projet dans l'entreprise est pensé dès le début, dès sa conception, avec de la sécurité. On a cité deux grands sujets du moment, le télétravail qu'il faut maintenant pérenniser. Donc là, il faut analyser ce que l'on a mis en place et vraiment trouver une solution qui va durer dans le temps, puisqu'il n'y aura pas de retour en arrière, je pense, sur ce télétravail. Le mouvement vers le cloud, c'est vraiment une grosse chose qui s'est développée partout. Ça demande une nouvelle approche de la sécurité, c'est des nouveaux usages,
des nouveaux clouds aussi, parce qu'on n'est plus sur de la VM, on est passé de plus en plus sur des containers, des microservices. Donc il faut des nouvelles briques de technologie pour pouvoir sécuriser ce cloud-là. Donc voilà, si vous êtes en recherche d'expertise, on peut proposer des choses, faire des workshops, faire des POC, comme on dit, Proof of Concept, pour vraiment découvrir ces nouvelles technologies et mettre en œuvre cela dans cette optique d'avoir une sécurité maîtrisée, plus automatisée et aussi de bout en bout, parce que c'est important. Voilà, la surface d'attaque étant plus large, il faut pouvoir la maîtriser vraiment partout. Xavier Poissignon, merci. Merci bien. Merci, Monsieur Duros. Merci à vous. Et on poursuit cette émission avec un entretien avec Cyril Bras, le RSSI de Rhône-Alpes Métropole et de la ville de Grenoble. Voilà, suite de cette émission LMI sectorielle consacrée au secteur public, avec Cyril Bras, RSSI de Rhône-Alpes Métropole, de la ville de Grenoble et également du CCAS. Cyril Bras, bonjour. Bonjour. Alors, l'enjeu dans les collectivités territoriales au niveau de la cybersécurité, l'état de l'art des menaces est exponentiel. Est-ce que c'est possible de dresser un petit peu ce portrait robot de l'état de la menace 2021-2022 des collectivités? Alors oui, on va dire qu'il est constant depuis 2020, où on a vraiment une explosion des cyberattaques contre les collectivités territoriales françaises, sur les termes de Guillaume Poupard. Il n'y a pas eu d'accalmie. On le voit d'ailleurs dans la presse, où on a fréquemment des collectivités qui se font pirater par des attaques par rançon logiciel ou autre. On a beaucoup de campagnes d'hameçonnage. Enfin bref, on a ce que subissent un peu tout le monde, les collectivités le subissent aussi. Comment on peut expliquer finalement cette recrudescence et puis l'impact également? Alors la recrudescence, je pense qu'elle s'explique par le manque de maturité globalement sur le sujet. Pour l'instant, les collectivités découvrent la cybersécurité dans la douleur, même si elles sont dotées d'équipements de sécurité, même si elles ont un RSSI, elles ne l'écoutent pas forcément. Et c'est peut-être une des parties, une des causes en fait, du problème vient peut-être de là. En fait, les impacts, ils sont multiples. Le premier, c'est sur les activités. En fait, quand une collectivité est victime d'un rançon logiciel, il n'y a plus rien qui fonctionne. On ne peut plus assurer les missions de service public. On peut avoir de l'impact sur l'environnement si on a une attaque à un système industriel, parce qu'on a commencé à en observer cet été. Il y a de l'impact financier, quand vous ne pouvez plus encaisser le stationnement, par exemple, de votre ville, ça représente des pertes assez importantes. Et enfin, l'impact sur l'image, qui est, selon moi, le plus redoutable pour les élus et le plus redouté des élus, en fait. Parce que si on fait la promotion de l'usage des moyens numériques et que dans le même temps, les données confiées sont compromises, c'est compliqué. Et justement, je vais rebondir un petit peu sur l'équipement, vous venez d'en parler. En matière de cybersécurité, elles en sont où les collectivités locales sur l'équipement? C'est très variable. En fait, comme chaque collectivité est autonome, chaque collectivité décide du budget qu'elle alloue au sujet de cybersécurité. On va dire que pour les grosses entités, les métropoles, les régions, les départements, les moyens sont là. Pour les petites communes ou les petites collectivités, on est très très loin du compte. Alors ça s'explique comment, peut-être, cette différence, cette variation en fait, de moyens? Déjà, juste par le fait d'avoir un RSSI dans la collectivité, déjà c'est un indicateur. Les petites collectivités n'ont pas les moyens d'en avoir un, soit humain, ou n'ont pas l'infrastructure qui le justifie. On prend une petite commune de 200 habitants, elle a de l'informatique qui est limitée, ça va être le serveur qui est utilisé par la secrétaire de mairie, mais qui contient néanmoins des données personnelles sur les citoyens. Là, il n'y aura pas de sécurité. Enfin, il y aura la sécurité proposée par le prestataire qui les accompagne s'il y a un prestataire. Alors, est-ce que vous pensez peut-être que les initiatives publiques, on pense notamment au plan national cybersécurité, mais également la présence et le développement des CICERT, ces centres de sécurité opérationnelle régionaux, vont permettre de changer un petit peu la donne, de permettre de partir sur des bonnes bases, et est-ce que c'est une bonne chose finalement? Alors c'est sûr, on peut que louer l'initiative, c'est évident. Ça va aider les endroits où on adresse déjà le sujet.
Typiquement, les collectivités où il y a un RSSI, là, il y aura une plus-value. Par contre, pour les collectivités où le sujet n'est pas adressé, je ne suis pas convaincu. Elles ont déjà du mal à prendre connaissance du sujet numérique. Maintenant, prendre connaissance du sujet cybersécurité, ça va être encore plus compliqué. Savoir qu'ils peuvent s'adresser à un CSIRT, comprendre ce que c'est, ça risque d'être difficile. Donc ça veut dire peut-être selon vous, quels moyens il faudrait activer là pour qu'elle gagne peut-être en prise de conscience finalement? Peut-être au niveau des regroupements de collectivités, on va dire, faire de la mutualisation pour avoir justement la ressource humaine nécessaire pour adresser le sujet cyber. Et à ce moment-là, ça deviendra pertinent. Et on sait par ailleurs qu'il existe un réseau des RSSI, des collectivités territoriales. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus, nous expliquer ce que c'est, quels sont les enjeux autour de ce réseau? Alors, j'en suis en partie à l'initiative de la création de ce réseau. Ça commence à dater il y a 2 ans en arrière, lors du FIC 2020. À plusieurs RSSI, on s'est réunis en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour partager nos expériences, capitaliser sur les attaques que subissent certaines collectivités et essayer d'éviter que ça se reproduise. Donc ça, à l'origine, donc c'était 2020. Là maintenant, en 2022, on regroupe à peu près 190 collectivités, des métropoles, des villes, des départements, des régions, y compris ultramarines. Et quels travaux en fait ressortent de cette nouvelle initiative? Alors voilà, il y a 2 ans déjà de maturité. Donc voilà, il y a peut-être aussi des échanges, voilà, peut-être au-delà des conseils ou voilà, qui peuvent être très pratiques. Alors, en fait, les échanges entre les RSSI sont extrêmement riches. On voit qu'il y a vraiment un besoin d'échanger, puisqu'on a les mêmes problématiques. Et quelque part, le nombre va aider à résoudre certains problèmes qu'on peut avoir avec des fournisseurs de solutions logicielles pour les collectivités. Individuellement, quand vous êtes RSSI, vous les voyez, vous leur dites là, écoutez, les mesures de sécurité que vous mettez, moi, elles me semblent insuffisantes. Ils vous répondent, vous êtes le seul à nous le dire. Là, l'avantage de ce réseau, c'est que d'un coup, on va pouvoir dire, écoutez, on est 190 à vous le dire. Maintenant, merci de prendre en considération nos desiderata en termes de sécurité. Et ça a commencé, c'est-à-dire vous avez déjà eu dans le viseur, entre guillemets, en tout cas, des fournisseurs. Est-ce qu'ils ont pris aussi est-ce qu'ils ont pris en compte votre réclamation, si on peut dire ça comme ça, doléance? Ça commence pour certains. Ça reste timide parce que je pense que pour certains, ça ne les arrange pas, clairement. Il n'y a pas d'autre terme. Et ils sont dans leur mini-environnement. Il n'y a pas de concurrence. Ils n'ont pas envie de faire évoluer leur logiciel. Donc nous, on est un peu là les empêcheurs de tourner en rond. Mais certains ont commencé à voir que le vent était en train de tourner, qu'il y avait peut-être intérêt à se positionner sur le sujet. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'état des menaces aujourd'hui qui pèsent sur les collectivités. On en a parlé au départ. Est-ce que vous pouvez nous dire si on peut s'attendre à des attaques systémiques finalement dans les mois à venir, les années à venir? Alors ce qu'on observe en tout cas, c'est que les attaques ne cessent pas, qu'elles sont de plus en plus sophistiquées. Malheureusement, le réseau des RSSI n'est pas un ensemble de voyants, donc on n'est pas un CSIRT, on n'a pas la capacité à se projeter dans le futur, dire qu'est-ce qui pourrait se passer. Par contre, on peut regarder ce qui s'est passé déjà maintenant. On voit que des collectivités ont été attaquées simultanément dans la région parisienne. Il y a 3 collectivités qui ont été... Donc on peut imaginer que peut-être les attaquants commencent à découvrir des points communs qui pourraient faciliter des attaques plus généralisées contre les collectivités. Eh bien, Cyril Bras, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à vous. Je vous propose maintenant de poursuivre cette émission avec une séquence sur la digitalisation du secteur public avec F5. Comment le service public peut répondre à la problématique RH, en particulier dans le domaine du recrutement et de la pénurie des talents? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Sébastien Weber, directeur général France de F5. Bonjour Monsieur Weber. Bonjour Dominique. Voilà, donc effectivement une question qui va amener des éléments de réponse avec vous. Peut-être pour planter un petit peu le décor, quelles sont un peu les grandes tendances dans ce domaine et où placer le curseur finalement entre la rétention des talents et le risque à les voir fuiter ailleurs finalement? Cette question a multiples facettes dans le sens où
Quand on parle de quelque chose d'augmenté, c'est quelque chose qui utilise l'environnement, le contexte pour fournir un service. On parle de réalité augmentée, les gens parlent de métavers, c'est une réalité augmentée dans les réseaux sociaux. Ces gens-là vont consommer énormément de ressources ingénieurs et de code. L'idée, c'est tout simplement autour de l'idée du service public augmenté, c'est de réfléchir à l'expérience de l'usager pour avoir accès au service public, accès aux services rendus au public. Parce que d'un côté, c'est une statistique qui est tombée tout récemment, 75% de la population française est content des services et de la continuité des services en 2021. C'est 13% de plus qu'en 2020. C'est-à-dire que le service est rendu quand on y a accès. Et je pense qu'il y a une problématique d'accès au service. D'ailleurs, on le voit bien, Doctolib nous a donné accès à l'agenda de nos médecins. On voit mesalog.com qui vous donne accès à comment demander de l'aide à l'État quand vous êtes dans une situation donnée. Donc c'est vraiment ce côté interface d'accès qui va pouvoir travailler là-dessus. Et donc là, on parle de métadonnées, on parle de data lake, on parle de création d'interfaces, non pas homme-machine, mais usager, service de l'État. Comment on peut rassembler tout ça? On voit bien qu'il y a un effort qui est fait. On voit France Rénov, qui rassemble l'ADEME et plein d'autres services de l'État pour améliorer son habitat dans le cadre de la course contre le réchauffement climatique. Et ce service public augmenté peut vraiment résonner, dans le sens où aujourd'hui, un service public augmenté utilisera les dernières technologies. Et aujourd'hui, si l'État, dans sa dématérialisation, veut rester dans la course, il va falloir attirer les talents. Justement, quels vont être les leviers d'action? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme possibilité pour les services publics augmentés, justement, à pouvoir avoir cette capacité à les attirer? Je vais me permettre un terme qui est peut-être à la limite de la langue de Molière. Il faut être sexy. Et un service public augmenté, ça peut parler à la jeunesse, à ces jeunes qui sont aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, qui demain voudront peut-être donner du sens. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent donner du sens à leur métier. Et soit on peut avoir envie de coder un Candy Crush, c'est une chose, soit on peut avoir envie de coder des choses qui ont des impacts sociétaux un petit peu plus bénéfiques pour tout simplement aider les gens à avoir accès à la justice, à avoir accès à une autorisation de travaux, à avoir accès à la CAF, en sachant que ces gens-là travailleraient dans un environnement où on sait tout. L'État est un grand réseau social, c'est peut-être le premier grand réseau social, puisque l'État programme notre interactivité entre les services de l'État et les usagers. Ils savent beaucoup de choses de nous. On présente des papiers toujours et encore. Digipost, d'ailleurs, fait un travail incroyable à collecter tous les éléments dans un seul environnement. Et pour créer ce service public augmenté, je pense qu'il faut le marketer. Parce que derrière, il y a cette idée de pouvoir faire mieux avec... Vous parliez, le sujet, c'est les défis de l'innovation fonctionnelle. Comment je peux créer de nouvelles fonctions dans une interface usager-service public pour que les personnes soient plus faciles, plus rapides, avec moins de grippe, des choses plus fluides pour que les échanges entre les usagers, les différents ministères, conseils départementaux, conseils régionaux, hôpitaux, etc., CPAM, unilatellement, soient plus fluides, soient plus rapides, car in fine, derrière, le service est rendu. Alors justement, peut-être il y a des exemples, des cas pratiques qui existent dans le privé, qui peuvent aller même jusqu'à du partenariat, de la co-innovation. Est-ce que finalement le service public augmenté peut s'inspirer de ces cas et de ces exemples, et lesquels? Il ne peut pas s'en inspirer, il doit s'en inspirer. Pourquoi? Car aujourd'hui, on voit les applis bancaires, on peut tout faire avec. On peut tout faire avec. Faire des cotations, se connecter d'autres banques, on peut tout faire avec. Les banques n'ont pas fait ça toutes seules. Les banques ont partagé un objectif avec ses fournisseurs. Alors on peut voir toujours quand on parle au service public, je suis toujours un petit peu gêné parce que, oui, nous avons des objectifs mercantiles. F5 côté au Nasdaq,
forcément il y a un cours de bourse, etc. Il n'y a pas plus capitaliste comme modèle de structure de société. Mais de l'autre côté, il y a une volonté. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quelles sont notre mission dans ce monde-là? Est-ce que c'est de l'argent pour de l'argent? On n'est pas des traders. Nous, l'informatique doit aider. On cherche des projets qui fassent du sens. D'ailleurs, quand le Covid est arrivé et que certaines institutions publiques parisiennes de santé étaient attaquées, F5 a proposé gratuitement de les mettre derrière nos protections DDoS pour qu'ils arrêtent tout simplement parce qu'ils devaient se concentrer sur autre chose. Vous rappelez-vous, en mars-avril 2020, on était dans un tout autre état qu'aujourd'hui en 2022. On a beaucoup appris depuis, et heureusement. Mais on veut donner du sens à ce qu'on fait. Chez F5, on travaille vraiment à donner du sens. Donc l'idée, c'est quand on travaille avec des clients, on veut travailler avec aussi des partenaires. C'est pour ça que toute une suite d'outils chez F5, comme AS3, pour ceux qui connaissent F5, on automatise. Les outils d'automatisation sont des outils gratuits. On a racheté Nginx, c'est du libre. Pourquoi? Parce qu'on croit à l'innovation, on croit pouvoir travailler dans ces sens-là. Et si on va dire, les ministères, toutes les organisations publiques avaient cette approche de partager avec leurs fournisseurs quel est leur objectif réel? Parce que changer une infrastructure, ce n'est pas un objectif réel, c'est comme changer les pneus sur une voiture. Mais qu'est-ce qu'on veut faire après? Quel est Pôle emploi, et justement, on travaille bien avec eux. Qu'est-ce qu'on veut être comme agence d'emploi de demain? Comment on veut fonctionner? Quel service on veut rendre? À quelle vélocité? Tous ces éléments-là, si vous entendiez parler aujourd'hui ces gens-là quand ils échangent avec nous, ça fait envie de travailler pour eux. Et du coup, eux, ils n'ont pas de problème RH parce que ça attire du talent, parce qu'il y a une vraie vision d'innovation fonctionnelle pour ces entités-là. Et nous, on peut aider si on sait ce qu'ils veulent faire, in fine. Voilà l'objectif, parce que quelque part, il y a une mission de service public. Et quand on parle de mission de service public, on veut savoir comment ils veulent implémenter leur mission de service public pour qu'on puisse les accompagner. Parce qu'on peut avoir des bonnes idées. Monsieur Weber, merci d'avoir partagé avec nous votre vision et votre regard sur le service public augmenté. Merci de m'avoir reçu. Et puis, je vous propose maintenant de suivre l'instant Startup avec Ocode. Voilà la suite de l'émission avec une nouvelle séquence consacrée à une start-up avec My French Startup. Donc Célia, peux-tu nous en dire plus? Bien sûr, aujourd'hui nous accueillons Jean-Baptiste Pondévy, fondateur de Ocode. Jean-Baptiste Pondévy, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes fondateur et CEO de Ocode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est et les technologies qui sont utilisées? Donc Ocode, on est une société créée en 2016. On est une équipe d'une quarantaine de personnes aujourd'hui. Notre métier, c'est de protéger les objets contre le vol, le recel et lutter contre la contrefaçon notamment. Et donc pour ça, on a deux produits qui sont basés sur une solution. Donc un premier produit qui est un NFT physique, c'est-à-dire qu'on va marquer un objet avec un code spécifique qui va lui créer une identité unique. Un marquage digital qui est directement lié à l'objet. Donc c'est un NFT physique. J'y reviendrai après sur la partie NFT si vous le souhaitez. Et ensuite, on a du NFT digital qui permet d'enregistrer dans une blockchain privée de consortium l'objet pour prouver la propriété et prouver la ligne de vie de l'objet. Voilà, pour apporter cette notion de certification et de traçabilité. Donc je vous propose de passer à une courte démonstration de la solution. Oui, donc comme je vous expliquais précédemment, donc on a un NFT physique qui est directement rattaché à l'objet, donc là en l'occurrence un vélo pour l'exemple. Donc c'est un marquage qui est directement lié au vélo. Et le NFT digital, c'est un token, donc un numéro qui va permettre d'enregistrer l'objet dans la blockchain. Et donc le NFT digital se présente de façon graphique comme ceci, c'est-à-dire qu'on va identifier l'objet, on va y apporter des numéros liés soit à l'objet directement, mais aussi à plusieurs accessoires. On va pouvoir y adosser des documents, donc directement dans un coffre-fort numérique, hein, c'est un peu la même utilité. Ce document, quand il est déposé dans le NFT, il va être certifié et donc on ne pourra pas le modifier. Donc il est à vie lié à l'objet, ce qui apporte ce niveau de sécurité extrêmement fort. On a des pièces détachées qui sont répertoriées, donc ça c'est en l'occurrence lié à l'objet.
On a ensuite la ligne de vie qui est liée à la fabrication. On peut faire de la fabrication jusqu'à son cyclage, mais là, donc, on a par exemple une fabrication, une livraison, une vente dans un point de vente, et ainsi de suite. Et on a aussi une ligne chat, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, de façon assez simple, communiquer avec l'objet et non pas avec le propriétaire. Ça veut dire que c'est RGPD par design. Donc, on a un numéro de série qui est lié donc à l'objet, et donc on va pouvoir discuter avec lui. Donc, on n'aura pas le nom, le prénom et le numéro de téléphone du propriétaire. Ça va nous permettre d'avoir une conversation fine et dédiée à l'objet. Ensuite, on a après tout ce qui est, c'est un tableau de bord, on va dire un front assez basique, mais qu'on peut après tout à fait modeler. Donc, notamment à la SNCF, on a des fronts qui sont spécifiques à la SNCF parce qu'on marque les tablettes, les téléphones et notamment aussi certains accessoires. On a notamment des alertes d'entretien, par exemple, liées à un accessoire qui est lié à l'objet. On peut avoir aussi des conversationnels, donc c'est la même chose que le chat tout à l'heure, mais lié à plusieurs objets. On va aussi avoir des fils d'actualité, donc c'est un peu un LinkedIn, mais qui est lié à l'objet, donc très spécifique par rapport à l'objet. Donc là, c'est soit l'industriel, l'intégrateur, le distributeur qui va apporter des posts ou des notions de communication liées à l'objet. Et puis après, on va avoir toute une notion de KPI, notamment soit lié à la vente, soit lié des distributeurs et ainsi de suite. Donc ça, c'est très spécifique par rapport à un industriel et un retailer, donc à un point de vente. Après, on peut avoir plusieurs données qui sont liées à des activités qui sont plutôt pas forcément une activité commerciale, mais des activités de gestion de flotte ou autre chose. Donc voilà pour la rapide démonstration d'un front, et après on a évidemment tout un aspect back-office qui permet de gérer et de générer ces NFT tant physiques que digitaux. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je vous propose de revenir un petit peu sur les exemples. On a parlé des vélos, vous avez parlé également de la SNCF et des tablettes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur tout ça ? Oui, donc on a des use cases tant dans le secteur public que le secteur privé. Donc dans le secteur public, notamment, on travaille l'imprimerie nationale pour le compte du ministère de l'Intérieur, donc pour une association qui s'occupe du registre national donc du fichier national des cycles identifiés. Donc notre blockchain donc gère l'ensemble du registre qui va immatriculer, donc en tout cas apporter une notion de digitalisation du vélo, donc pour répertorier le propriétaire et le vélo pour pouvoir notamment le restituer s'il est volé. Donc ça, c'est directement lié à la police, à la gendarmerie et la police municipale pour pouvoir notamment aller dans le fichier directement. Donc ça, c'est un registre unique d'identification. Et ensuite, on a notamment aussi, toujours lié au vélo dans le secteur public, apporté notre solution pour sécuriser les transactions qui étaient liées au coup de pouce vélo. Le coup de pouce vélo, c'était notamment en 2020 et début 2021, un coup de pouce de 50 € pour réparer son vélo. Donc, on a notamment sécurisé 2 millions de transactions pendant 7 mois pour pouvoir notamment s'assurer qu'il n'y avait pas de fraude, ou en tout cas limiter la fraude au maximum sur ce genre de subvention. Donc ça, c'est, on va dire, dans un point de vue plutôt public et d'un point de vue plutôt secteur privé. Donc on marque les vélos, comme vous l'avez vu. On peut marquer aussi de façon identique des objets, donc type assets, donc des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. J'ai marqué mes AirPods. Donc c'est directement gravé dans la matière. Ou avec un stickage spécifique. L'idée, c'est d'enlever le sticker de l'ordinateur, qui est un numéro ou un QR code, et d'apposer un code qui est vraiment soudé, donc soit gravé ou soit directement soudé avec des étiquettes spécifiques à l'outil pour pouvoir notamment prouver sa propriété et prouver sa ligne de vie. Tout ça dans le même but, c'est toujours pareil, c'est d'apporter une solution qui va sécuriser l'objet contre le vol, notamment, et apporter une solution aussi de traçabilité extrêmement sécurisée. Et est-ce que c'est si facile de travailler, de travailler sur la durée, en tout cas, avec le secteur public, et de passer au-delà du POC, justement ?
Donc avec le secteur public, mais comme dans tout secteur, on va dire que c'est comme des grands comptes, c'est-à-dire qu'il faut du temps et du temps. Donc on peut effectivement enchaîner des POC. Voilà, il faut en faire et peut-être que certains vont en tout cas se transformer. Mais je dirais pas que c'est plus difficile dans le secteur public ou dans le secteur privé. On va dire qu'on va être dans une organisation de grands comptes. La différence qu'il va y avoir, c'est peut-être les études, enfin en tout cas les appels d'offres qui sont plutôt, en tout cas obligatoires dans le secteur public, qui ne le sont pas forcément dans le secteur privé. Jean-Baptiste Pondévy, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à vous et puis n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site. Merci beaucoup. Nous retrouvons maintenant Jérôme Tancher pour nous parler de la modernisation du CHU de Poitiers. On retrouve donc Jérôme Tancher, responsable de la gestion des infrastructures au sein de la DSI au CHU de Poitiers. Jérôme Tancher, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du CHU et de son système d'information? Oui, le CHU de Poitiers, aujourd'hui, c'est 5 sites en fait, dans la Vienne. Poitiers, Châtellerault, Montmorillon, Loudun et Lusignan. C'est 3000 lits d'hospitalisation et 9000 salariés. Donc, au niveau informatique, les 2 sites principaux qui sont Poitiers et Châtellerault sont équipés de 2 salles serveurs. Sur les sites de Montmorillon et de Loudun, c'est une seule salle. Et puis, le site de Lusignan n'a pas de salle serveur en local. Au niveau infrastructure, on a 35 serveurs physiques qui tournent sous VMware, répartis donc sur toutes ces salles serveurs, mais ça représente plus de 800 serveurs virtuels au total. Et quelle était votre problématique dès le départ de modernisation des infrastructures? Eh bien, le matériel préexistant était en fin de garantie et il était saturé, à la fois en puissance et en capacité de stockage. Et le problème des garanties, c'est qu'on peut toujours mettre le matériel en maintenance à l'issue de la garantie, mais les coûts de maintenance, en fait, sont souvent plus élevés que l'amortissement annuel sur 5 ans, 3 ans, 7 ans du matériel neuf. Donc, et en plus, on a des besoins croissants en fait, de volumétrie de stockage avec la génomique, la vidéoprotection et avec l'imagerie, d'autant plus qu'on avait l'arrivée d'une nouvelle machine d'imagerie, un IRM 7 Tesla. Ouais, donc, Jérôme Tancher, on peut penser que pour répondre à cette problématique de volumétrie, il vous fallait des solutions qui soient résilientes et qui pouvaient être montées à l'échelle. Est-ce que ça s'est rentré dans le cadre, vous, de votre appel d'offres? Est-ce que ça a été un des facteurs, un des critères de choix? Et puis, on sait aussi que voilà, les solutions étaient variées chez vous, hein. À la fois stockage, mais aussi d'hyperconvergence, du Scality, du NetApp, voilà, des choix finalement très variés de fournisseurs et de technologies. Alors, avant cette modernisation, on était, au niveau du matériel de stockage, on avait un seul fournisseur, qui était EMC, qui fait maintenant partie du groupe Dell. Là, on avait besoin principalement d'une augmentation de capacité à un coût raisonnable. Donc là, c'était pour recontextualiser. En fait, donc, qu'est-ce qui vous a amené à faire évoluer en fait, vos solutions à la fois de stockage et d'aller vers l'hyperconvergence? L'hyperconvergence permet d'amener des infrastructures plus simples, en fait. Il n'y a pas de baie de stockage. Ce sont les serveurs qui intègrent eux-mêmes les disques. Et donc, ça fait une infrastructure plus simple à gérer. En termes de ressources, quelles ont été les ressources mobilisées pour gérer ce type d'infrastructure? Est-ce que vous avez dû faire monter en compétences en interne des profils, ou est-ce qu'il y a eu des recrutements, voire de l'appui par des SS2I par exemple? Les trois. En fait, on a fait monter en compétences les équipes existantes. On a pu également, dans le même temps, augmenter un petit peu les effectifs. Et donc, évidemment, on a recruté des personnes qui avaient déjà les compétences adéquates. Et puis, pour la phase d'installation qui est chronophage, on a fait appel à un intégrateur.
Comment s'articulent, j'allais dire, ces solutions? Est-ce qu'elles sont intégrées? Est-ce que vous faites appel à des solutions, par exemple pour le cloud, avec du stockage, avec du stockage cloud, par exemple? Est-ce qu'il y a à la fois du on-premise, du cloud? Aujourd'hui, on n'a que du stockage on-premise. Le cloud n'est pas souhaité par nos équipes sécurité pour la sécurité des données de santé. Et puis, au niveau financier également, on demande de privilégier les investissements, le CAPEX, alors que les solutions cloud, ce sont toujours des solutions d'abonnement. Aujourd'hui, on n'a pas de cloud. Donc, tout est on-premise. Je vais rebondir un petit peu sur la sécurité, justement, vous venez d'en parler. Au regard des menaces qui pèsent sur les établissements de santé depuis quelques années maintenant, est-ce que vous avez pris en compte tous ces éléments de sécurité, justement? Je pense notamment au cloisonnement du réseau. Alors, le cloisonnement du réseau, c'est un projet qui va être mené cette année. Avec les menaces de plus en plus fréquentes dans le domaine de la santé, on a eu plusieurs attaques dans d'autres hôpitaux. Et donc, on va mener plusieurs actions pour sécuriser nos données, donc le cloisonnement des réseaux, et puis la mise en place au niveau des sauvegardes de systèmes où les données sont stockées de façon immuable pendant un certain temps. Oui, Monsieur Tancher, je voulais peut-être rebondir aussi avec vous sur les gains et bénéfices de la modernisation de votre infrastructure. Ce passage à l'hyperconvergence, au changement de baies de stockage également, est-ce que ça vous a permis des gains de temps, des gains de coûts également? Quels ont été les plus de ces avancées? En fait, on a plus que doublé notre capacité de stockage et également la performance des serveurs qui ont été remplacés l'année dernière. Donc, on a constaté que les utilisateurs ne constataient pas une grande amélioration des temps de réponse. Par contre, nous, on a pu augmenter le nombre de serveurs virtuels créés sur cette infrastructure sans que ça écroule en fait le système. Ouais. Comment vous interprétez le fait que côté utilisateur, il n'y a pas de sentiment? Est-ce que c'est un sentiment qui est valide pour vous, le fait qu'ils ne sentent pas qu'il y ait des bénéfices et des gains de l'optimisation? Ça doit être dû soit au réseau, soit aux applicatifs eux-mêmes. Donc ça, c'est un autre projet qui va être mené également cette année. C'est un système de supervision en fait de bout en bout pour pouvoir savoir d'où viennent les latences et les corriger. Oui, ça veut dire que vous allez optimiser aussi les flux réseau, les points d'interconnexion? C'est ça. Déjà, il faut les identifier. Aujourd'hui, on a amené beaucoup plus de puissance sur certains points de notre infrastructure et comme l'utilisateur ne constate pas d'amélioration, c'est qu'il y a d'autres points à améliorer. Donc cette supervision va permettre de les identifier. Je voulais rebondir aussi sur l'imagerie médicale qui prend également beaucoup de place et nécessite d'avoir des baies de stockage très, très haute densité. Est-ce que c'est un objet qui est particulier par rapport aux autres types de données? Est-ce que vous les traitez, il y a un traitement spécifique pour cette imagerie médicale en termes de taux de disponibilité, par exemple? Non, ce sont des données qui ne nécessitent pas une grande performance en fait en termes d'accès, mais par contre, on a besoin d'une durée de conservation très élevée. La règle, c'est 15 ou 20 ans après le dernier passage d'un patient. Donc ça veut dire quasiment conserver les données en permanence. Il n'y a pas d'effacement, donc ça ne fait que croître. Alors vous avez évoqué le fait de ne pas être forcément très chaud à ce jour pour des problématiques notamment de sécurité, d'aller vers le cloud. Mais on sait quand même que les hébergeurs de données de santé sont quand même très répandus. Vous allez peut-être faire évoluer aussi pour avoir de la réplication et assurer peut-être ces sécurités sur différents sites? Peut-être, mais pour l'instant le cloud n'est pas envisagé. Peut-être qu'un jour on n'aura pas le choix.
Alors après, on sait qu'il y a des opérateurs comme Bleu, des opérateurs. Est-ce que c'est aussi le fait de s'assurer de la disponibilité des services sur le territoire, peut-être, pour éviter de faire appel à des hyperscalers, par exemple? Oui, c'est sûr que stocker, je ne vais pas en nommer un en particulier, mais stocker des données de santé chez un des GAFAM, même s'il est hébergeur de données de santé, aujourd'hui, ce n'est pas du tout la direction choisie. Avec l'arrivée de Bleu, les choses vont peut-être changer, mais il y aura toujours après l'aspect financier derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique financière de l'établissement, c'est de privilégier les investissements et de minimiser les coûts d'exploitation. Et à partir du moment où on fait du cloud, il faut payer l'abonnement de l'hébergeur et il faut en plus augmenter la taille des tuyaux réseau pour y accéder. Donc ce sont des abonnements encore supplémentaires. Très bien. Bah, écoutez, merci Monsieur Tancher, voilà, pour ce retour d'expérience. Merci. Et puis on se retrouve pour le mot de la fin. Voilà, merci d'avoir suivi cette première émission LMI sectorielle consacrée au secteur public. Il y en aura d'autres, les prochaines éditions consacrées à la logistique retail et également à l'industrie. Je vous propose également de consulter le dernier LMI Mag avec François-David Dessy de l'Olympique Lyonnais. Sachez également qu'une prochaine version du LMI Mag sera consacrée justement au secteur public. N'oubliez pas également de compléter un questionnaire qui vous sera envoyé pour connaître votre satisfaction ou pas sur les contenus de cette émission. Je voulais également remercier Célia pour cette animation également. Merci à vous Dominique. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission.